Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné-critique, en cette Saint-Valentin, je vais vous parler d'une comédie romantique actuellement disponible en salle d'ailleurs, puisqu'il s'agit du 4e volet, non pas de Captain America MCU, non, ça je ne le verrai pas au cinéma, mais donc de la saga Bridget Jones. 9 ans après Bridget Jones's Baby, qui était le 3e, nous avons donc droit à Bridget Jones, folle de lui, ou en version originale, Mad About the Boy. Titre de la chanson qu'on entend d'ailleurs dans le film de Dinah Washington. Renée Zellweger rempile évidemment dans le rôle titre, et à ses côtés, alors c'était pas forcément évident sur le papier, nous avons bel et bien Hugh Grant et Colin Firth. Alors, le personnage de Hugh Grant était censé être mort, mais pas vraiment, ça on le voit à la fin du 3. Celui de Colin Firth, c'est plus compliqué, j'y reviendrai dans le synopsis, puisque on dit tout déjà dans la bande-annonce et donc dans ce petit résumé présentant le film. On retrouve également Emma Thompson dans le rôle de la gynéco, voilà, ok, et les amis de Bridget depuis le premier film, alors je vais pas tous les citer, hein. Les parents aussi sont là, enfin presque, mais on a Jim Broadbent et Gemma Jones, tandis que au casting qui apparaissent vraiment en tant que éléments principaux masculins forcément, nous avons le jeune Leo Woodall et le plus expérimenté Chiwetel Ejiofor. Voilà, peut-être que ces deux vont donc convoiter Bridget Jones. Va-t-on nous rejouer les scènes entre Darcy et Cleaver du premier film et du deuxième? Oh, pas vraiment. C'est un peu différent ici. L'histoire se déroule donc une vingtaine d'années après, pas plus maintenant, hein, le premier film. Bon, on suit la continuité, et si on s'était arrêté au 3, on sait que Bridget est devenue maman. Il y a l'histoire de père, et c'était bel et bien Mark Darcy, Colin Firth, le papa. Donc, on la retrouve 9 ans après, grosso modo, mère d'un garçon, et forcément mariée à Mark Darcy, hein, c'est ce qu'on attend. Même qu'il y a une petite fille depuis, qui doit avoir 4, 5, 6 ans, enfin bon bref. Sauf que, d'emblée, on nous pose le postulat que Bridget Jones est veuve. Donc, Mark Darcy est décédé. Alors quand j'ai appris ça sur une bande-annonce, après j'ai vérifié sur le synopsis, c'est ok, bon, je me suis dit, ils vont pas nous rejouer le personnage de Hugh Grant qui est mort mais pas mort. Je vous dirai rien à ce sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on a une vraie tragédie d'emblée. C'est intéressant que le film, d'ailleurs, ne joue pas sur un faux suspense à ce sujet. Donc, Bridget Jones, ça fait 4 ans hein, qu'il est décédé. C'est ça qui est justement intéressant. C'est pas qu'il vient de mourir, donc là. Mais on sent qu'elle n'a jamais vraiment pu accepter. Elle n'a pas franchi toutes les phases du deuil, plus ou moins. Elle est mère célibataire, ce qui n'est pas évident, avec la fille qui est pleine de vie, qui lui ressemble un peu. Et le fiston qui est plus à l'image du papa réservé, mais quand même, hein, voilà, on sent qu'il a envie de poursuivre son existence tranquillement. Les enfants allant à l'école, où il y a le professeur de sciences, là, monsieur Wallaker, j'ai plus tout exactement le nom là, sous les yeux, qui était très strict, voilà, comme ça, mais peut-être qu'il va se passer quelque chose entre lui et Bridget. Sauf que Bridget, qui a envie de vivre, ça va être une des thématiques, va s'inscrire malgré elle, enfin on va l'inscrire hein, sur Tinder, et elle va rencontrer un jeune homme qui a 28-29 ans. Donc il va se passer ce qui va se passer. Hein. Continuer de vivre, oui, mais est-ce que c'est adapté à ce qu'elle veut vraiment? Pas forcément à sa situation, elle fait ce qu'elle veut. Le film essaye de jouer d'ailleurs sur un côté plus moderne, mais c'est pas forcément facile. Moderne jusqu'à la chanson Modern Love de David Bowie qui apparaît à un moment. Oui, il y a des petites chansons aussi intéressantes. Et donc, on va suivre les événements d'une Bridget Jones qui a la cinquantaine. Mère de famille, c'est pas facile, hein, surtout quand le papa n'est plus là. Hein. C'est ce qu'on propose de base. Enfin, c'est surtout qu'il n'est plus là, genre, voilà, c'était pas voulu, quoi. Hein. Alors, il faut savoir que c'est un... C'est marrant parce que c'est un film qui est adapté d'un des romans de Helen Fielding, qui apparaît aussi au scénario, et qui a été écrit un petit peu avant, une dizaine d'années. Donc tout était déjà dans le livre. Les autres scénaristes aussi sont plus ou moins de retour. Je crois qu'il y a A.B. Morgan, qui est autre caution féminine à l'écriture, mais Dan Mazer, lui, il était là avant. À la réalisation, ça j'ai oublié de le dire, pour la première fois, ce n'est pas une femme, puisqu'il y avait 2 femmes qui s'étaient partagées les 3 premiers volets. Là, c'est un certain Michael Morris, qui avait déjà fait un long métrage, que je n'ai pas vu, et qui est surtout réalisateur d'épisodes de séries télé, 13 Reasons Why ou House of Cards. Intéressant, hein, donc point de vue masculin sur la réalisation, ou pas. Bon. Et que dire de ce film? Moi j'y allais en mode, mais j'avais besoin de me poser. C'est très important.
dernière semaine avant les vacances me concernant fatigue. Donc je ne pouvais pas imaginer aller voir The Brutalist, qui est quand même ma grosse attente de la semaine, en plein milieu de la semaine, là, un gros bloc, là, épique, épopée, ou pas, j'en sais rien, de 3h30. Bon, là, j'ai choisi le côté soft. Brutalist, ça sera ce week-end. Est-ce que j'en attendais quelque chose? Pas vraiment, je suis attaché au premier, mais sans plus, et le 2 et le 3, je préfère le 3 au 2. Bon, mais c'était intéressant de voir comment allait être géré le deuil et une femme à la cinquantaine, mère de famille et tout. Eh ben, il y a des bonnes choses dans ce film. J'ai envie de dire que tout le début est très fort. Justement, de mettre cela, l'idée du deuil qui est déjà normalement consommée, mais pas vraiment, cette idée de film de fantôme, hein, qui pousse le délire d'ailleurs à faire réapparaître Colin Firth, bon, mais aussi, alors, pas des fantômes, mais des gens autour qui apparaissent à un moment, le temps d'une scène où elle entend des voix. On voit une Bridget Jones qui ne sait plus trop où aller. Et après, elle va suivre ce circuit d'être en mode vivre, pas survivre. Ouais, rappelez-vous la chanson de Daniel Balavoine, hein, vivre, survivre. Voilà, oui, après avoir survécu, maintenant elle reprend ses choses en main. Et ceci sur les conseils du père, joué par Jim Broadbent. Conseil dont elle se souvient, car il n'est plus là, lui aussi, il est mort, hors champ. J'aime bien cette idée dans des films cultes comme cela, de traiter le décès de certains personnages hors champ, au-delà du fait que l'acteur ne voulait pas revenir. C'est faux, puisqu'ils y sont, les acteurs. Voilà. Et après, ben, ça déroule ce que ça doit dérouler, avec, évidemment, le retour de la vibe Bridget Jones, avec ce humour un peu décalé romantico, britannique, mais punchline, qui parle beaucoup du sexe et du désir féminin, et ça aussi, arrivé à un certain âge, c'est important de le mettre au cinéma, et à des moments où on y est. Pas que avec la gynéco, avec ses potes, puisqu'elle reprend aussi le travail, Bridget Jones, en tant que productrice, ce qui donne lieu évidemment aux meilleures scènes comiques du film. Il y a une scène aussi de réception à la piscine, là, bon, voilà. Évidemment, on joue, j'aime bien ça aussi, le female gaze, il est là, de Bridget Jones, envers le personnage, donc le Léo Woodhall. Et c'est bien aussi, le cinéma moderne ose évidemment aussi le female gaze, parce que quand même, on en a été bassiné du male gaze pendant des années, dans les années 80, 90, même début 2000, voire encore, pas si longtemps que ça, mais quand même. Donc là, on retourne un peu la situation. Donc, il y a des bonnes choses là-dessus. Après, le problème, entre guillemets, c'est que le film retombe après, justement, dans cette recette-là, et ça commence à tourner en rond, arriver au bout de 30 minutes. Bon, on déroule, quoi, cette romance avec le jeune, là, on n'y croit pas des masses, on attend que ça s'effrite. On voit ici les ingrédients d'un Bridget Jones, c'est-à-dire que, oui, vous avez le moment de bonheur, mais il ne durera jamais facilement longtemps, et puis il va y avoir des épreuves et revenir. Mais là, les épreuves commencent dès le début, ça c'est bien. C'est pas des épreuves que de l'âge qui... Voilà, le temps passe, ok, ça on avait déjà évoqué ça dans les films d'avant. Là, c'est juste qu'elle est plus... il n'y a plus l'amour de sa vie, elle a réussi à être heureuse avec lui, ça a duré 9 ans, enfin même pas, du coup 5 ans, il n'est plus là. Donc c'est quand même violent. On ne joue pas sur le pathos là-dessus. Bon, après, on reprend évidemment certains aspects de la comédie romantique, avec la musique, etc., alors, la composition habituelle, quoi. Et puis bon, ce prof de sciences, on joue aussi donc sur le réalisme, le terre-à-terre, mais il y a un peu de magie, l'amour, est-ce qu'on peut en faire une loi de Newton? Je vous laisse là-dessus, il y a un truc là, qui est assez drôle à la fin, hein, mais bon, on rejoue quand même les codes de la comédie romantique, il y a Noël, il y a de la neige, bon... D'ailleurs, cette fin est interminable. En soi, je vois l'idée, je vois les idées qui sont là, je vais pas faire de zone spoiler, mais ça étire, et on perd un peu de la puissance. Quand bien même on veut réinjecter des codes tout en les détournant, et mettre des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, mais on les remet au goût de la comédie romantique, il y a quelque chose qui est mal géré, c'est trop long. Le film fait plus de 2 heures, et tu sens quand même qu'à un moment, l'élagage aurait pu être là, justement peut-être en allant au-delà de là où c'était convenu. Mais sinon, on prend plaisir à retrouver Renée Zellweger, parce que ça faisait quand même, je crois, 5-6 ans qu'elle n'avait plus fait de film, dans ce personnage-là, qu'elle campe, mais vraiment à merveille, avec cette évolution, cette idée aussi donc de réfléchir sur qui on est quand on est une femme veuve, avec des enfants à 50 ans. Ben oui, ben on continue, on a le droit aussi d'avoir sa chance à nouveau. La vie ne s'arrête pas, ne se résume pas à être mère de famille. Puis il y a cette connexion aussi avec la jeune génération, alors avec le mec là, mais aussi Chloé, qui est jouée par Nico Parker, la babysitter. Il y a l'idée aussi de questionner la modernité dans une saga qui a commencé au début des années 2000 avec un petit côté rétro quand même. Alors, il y a le personnage de Daniel Cleaver, Hugh Grant, qui est là pour ça. Rappeler, voilà, les petites punchlines, cochonnes, machin, bon bah, tout ce qui va avec le personnage. Mais Hugh Grant lui-même, je dis bien Hugh Grant en personne, le fait évoluer, parce qu'il a réécrit des trucs.
Et finalement, on le voit pas beaucoup, mais là où il apparaît, c'est passionnant et c'est intéressant. Parce que, bah, par exemple, il devient babysitter au début, puis après, on le retrouve lui aussi, hein, son corps vieillit, donc il y a des choses qui se passent. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on va détourner le Daniel Cleaver qu'on a eu avant. On le fait évoluer. Ça, c'est Hugh Grant qui a décidé aussi. Bah, il en a marre d'être le sex symbole un peu sexiste qu'il a pu jouer là. Donc lui aussi, il tente autre chose. Et ça donne quelque chose d'intéressant à un personnage qui est quand même resté laissé pour mort pendant longtemps. On ne sait pas trop d'ailleurs. On revient pas trop sur ça. C'est presque dommage. Mais bon. Et ouais, bon, après, oui, la modernité sur... ça me fait marrer parce que à un moment il demande la permission, là le jeune, et elle se dit ah oui c'est vrai qu'on fait ça maintenant, elle dit Bridget Jones oui oui bah oui on fait ça et encore donc c'est des petits trucs un peu décalés comme ça mais c'est pas assez poussé finalement, le commentaire ne va pas très loin et on reste dans des poncifs donc c'est sympatoche, c'est touchant à un moment et oui on parle aussi des enfants, on y vient à un moment, notamment le fils, bon la fille elle est un peu trop jeune pour trop se poser ces questions là, mais le fils, qu'y a-t-il après la mort du père? Question de la science et de la croyance, c'est surtout que bah, le père il reste là en lui de toute façon. Il y a un beau message là-dessus qui est assez évident. Et il est plutôt bien joué le gamin d'ailleurs. Hein. J'ai pas le nom de l'acteur sous les yeux. Bon bah c'est pas grave, hein. Ils l'ont pas mis sur Wikipédia français, en tout cas il y est pas. Mais voilà, il y a des bonnes petites révélations chez les jeunes hein, là-dessus. Et puis voilà, bah, après ça déroule, hein. Je vous dis pas ce qui se passe. Qui va-t-elle choisir? Folle de lui, mais qui est lui? Mad About the Boy. Bah, à la base, c'est plus physique qu'autre chose, mais le temps est là. Hein. Voyager dans le temps, on peut pas, en vrai. Donc voilà, mais sinon c'est sympathique. Et puis il y a quelques moments de musique sympa, oui aussi. Donc un moment Modern Love qui a retenti. Alors on va penser à Léos Carax, mauvais sang, mais là c'est pas une course, c'est une danse le matin. Mais au moins c'est plein de vie. Et je ne sais pas si le réalisateur et les scénaristes ont pensé à Léos Carax pour l'introduction de Modern Love dans ce film, parce que c'est quand même l'une des plus belles scènes du cinéma, hein, la course de Denis Lavant sur Modern Love, et beaucoup de cinéastes la connaissent, mais là il n'y a pas de course, c'est juste une petite course de danse, pour reprendre un petit peu espoir et vivre au lieu de survivre. Donc Bridget Jones, folle de lui, oui c'est un film que vous pouvez voir ce soir si vous voulez, en célibataire ou en couple, pour la Saint-Valentin, ça dépend de votre état d'esprit aussi, surtout. Mais c'est bien. Bon, après, voilà, ça va pas aller loin, mais c'est bien. Il y a quand même des choses qui méritent réflexion et échange. Donc, je vous invite à faire un petit commentaire si vous avez vu ce film ou si vous l'attendez avec impatience. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!